Une simple rumeur a transformé la 25e journée du procès Sean Diddy Combs en séisme judiciaire. Dès 9 heures, le juge Arun Subramanian abat son marteau. Si quelqu'un viole encore mes injonctions, je délivre un mandat d'outrage. Silence de plomb. Pourquoi cette colère? Parce qu'un membre du jury aurait confié à un ancien collègue des éléments confidentiels. Si l'enquête confirme la fuite, 3 semaines d'audience pourraient être invalidées. On parle de reprise totale, de témoins à rappeler, de millions de dollars partis en fumée. Sur le banc de la défense, Diddy masque ses émotions, mais ses doigts blanchissent sur le stylo. L'accusation, elle, n'est pas plus sereine. La procureure Hiral Mehta serre un dossier épais comme un bottin, prête à dégainer de nouveaux documents. Dans les gradins, la galerie bruisse. Fans de Cassie, tabloïds, influenceurs TikTok grimés en reporter. Et voici le point crucial que personne n'ose formuler à haute voix. Si la défection du juré se confirme, Subramanian pourrait déclarer un mistrial et Diddy, qui encourt la prison à vie pour racket et retraite, repartirait temporairement libre pendant que le gouvernement reconstruit tout son dossier. Autrement dit, le moindre chuchotement dans un parking new-yorkais a le pouvoir de faire voler ce procès en éclats. Le parquet promet pourtant de boucler sa plaidoirie sous 48 heures. La défense annonce un contre-feu de 5 jours. Jour 25 n'a pas encore livré ses témoins que déjà le public comprend. La partie pourrait s'achever sur un coup de théâtre ou un simple vice de procédure. Il faut imaginer la scène. 13 jurés marchent en file indienne, escortés par des US Marshals qui murmurent « Pas un mot, pas un regard ». Vendredi, juré 6 a été renvoyé pour incohérence d'adresse. Aujourd'hui, la rumeur veut qu'il ait bavardé hors du tribunal. Pire, juré 7, un cadre marketing serait soupçonné d'avoir consulté des articles interdits. Subramanian frappe. Le prochain qui flanche sera cité à comparaître. Il rappelle qu'un juré déréglé risque 6 mois de prison. Les avocats échangent des regards. Un juré contaminé, c'est l'arme idéale pour un appel, mais aussi l'assurance d'un fiasco public. En coulisses, l'administration fédérale met la pression. Des agents du Bureau of Court Security inspectent désormais les historiques téléphoniques des jurés, traquant la moindre recherche Diddy Trial Leaks. À la pause, on ferme la cafétéria aux médias, on colle des autocollants No Talking sur les ascenseurs. Même les toilettes deviennent zone muette. Résultat, l'auditoire respire la paranoïa. Chaque juré ressemble à un domino prêt à tomber. Pour la défense, un effondrement du panel offrirait une bouffée d'air. Pour le parquet, ce serait un cauchemar logistique et politique. Reconvoquer Cassie, les agents fédéraux, les ex-assistants, doubler les coûts, la peur collective devient un personnage à part entière du procès. Projection PowerPoint. Slide 1. Intercontinental Times Square, dégâts Penthouse, 46 786 $. Amex, 60 753. Slide 2. Riverhead Hotel, Long Island. Client, Frank Black. Chambre 702, 1906 $. Slide 3. Billet Virgin America Central X 411, Jules Théodore, payé par la même carte. Le jury suit le fil, alias de film noir, train de vie d'oligarque, signature banque en lessiveuse. L'agent de Penland relie chaque facture à un week-end, King Night. Suite, décor lumière rouge, caisse d'Astroglide, escort, Clayton Howard, alias Dave, apparaît sur une réservation Four Seasons, réglée par Bad Boy Entertainment. Puis tombent les chiffres bruts que la caméra n'avait jamais montrés. 127 000 $ de frais d'hélico en 9 mois pour rejoindre les Hamptons. 312 000 $ d'avance, cash sorti d'un compte-coffre SC Charitable Fund, et un étrange virement de 95 000 $ à une société écran des îles Vierges, baptisée Skyler Solutions. L'accusation brandit ses lignes comme un organigramme criminel. La défense réplique « Un tycoon peut aider ses amis à voyager. C'est immoral peut-être, pas illégal. Sauf que chaque ticket raconte une fête, hors norme. Rideaux arrachés, mobilier détruit, staff soudoyé pour garder le silence. Le jury ne voit plus des factures, il voit un mode opératoire. Les messages commencent à pleuvoir peu après minuit, quand Diddy débarque sans prévenir au London Hotel de West Hollywood. L'accueil nocturne le reconnaît, mais le laisse patienter devant l'ascenseur. Cassie Ventura, logée au 6e étage, a ordonné qu'on ne la dérange sous aucun prétexte. Diddy tape déjà frénétiquement sur son téléphone.
6 appels successifs restent sans réponse. Devant le jury, l'accusation reconstitue le fil sans citer d'horaire précis. Tard dans la nuit, Cassie se tourne vers sa chef de cabinet, Christina Coram, Kaka pour le staff, et écrit simplement « Il martèle la porte. Les voisins vont perdre patience. » Le procureur décrit ensuite l'engrenage. Kaka active le groupe d'urgence baptisé Team Amber, un chat privé réunissant D-Rock, bras droit historique, Eddie Garcia, chauffeur garde du corps, et Brendan Paul, assistant logistique. Chacun sait ce qu'il doit faire. L'un repère une sortie discrète, l'autre prépare la voiture, un troisième appelle la conciergerie pour couper les caméras du couloir. La tension monte d'un cran lorsqu'un message vocal de Didi, diffusé en audience pendant à peine 5 secondes, laisse percevoir une respiration haletante et un « ouvre-moi » suppliant. L'effet est immédiat. Plusieurs jurés baissent les yeux sur leur carnet de notes, prêts à consigner le moindre détail. À ce moment-là, explique la psy légale citée par le parquet, la relation bascule. Le rappeur menace de disparaître à jamais, si Cassie n'obtempère pas, mélangeant culpabilisation et promesse de drame. L'accusation illustre alors la course contre la montre. Cassie, paniquée à l'idée qu'un voisin appelle la police, écrit qu'elle n'osera pas sortir de la chambre tant qu'il rôde dans le couloir. Kaka répond qu'un SUV noir l'attend déjà au sous-sol pour exfiltrer Didi. Dans la foulée, la géolocalisation de son téléphone prouve un aller-retour éclair entre l'hôtel et sa villa de Holmby Hills. Le jury voit apparaître un trait animé qui file sur la carte de Los Angeles. L'accusation conclut ce segment par la diffusion d'un extrait audio récupéré sur l'iCloud de Cassie. 30 secondes coupées juste avant l'intime, où l'on entend la jeune femme pleurer « Reste loin de moi » avant un claquement métallique, peut-être la porte ou un objet projeté. Même tronqué, la bande glace la salle. Les mots laissent place à des images mentales que la défense, pour l'instant, ne peut effacer. À peine Didi escorté hors de l'hôtel, la machine de gestion de crise tourne à plein régime. Eddie Garcia confirme qu'il a le rappeur en visuel à l'arrière du SUV. Le convoi choisit une bretelle d'autoroute déserte pour éviter toute caméra de péage. Dans le même temps, Skyler, un mannequin mentionné dans le chat, envoie « Je suis prête, dites où et quand ». Le procureur montre ces échanges colorés comme un réseau neuronal. Chauffeur, recruteuse, assistant, chacun répond en moins d'1 minute. À l'extérieur du prétoire, cela ressemble à une production hollywoodienne. Pour le jury, c'est la preuve d'une logistique huilée. Le point clé survient au petit matin. Cassie, exténuée, écrit à KK qu'elle devrait célébrer la première de son clip, mais qu'elle préférerait disparaître sous la couette. Pour la défense, cet aveu démontre qu'elle est libre de ses mouvements. D-Rock, d'ailleurs, envoie Draga envoie une photo de table de petit déjeuner accompagnée de la légende « Cassie mange enfin ». Sauf que le parquet abat alors sa carte maîtresse. Un selfie jamais publié, retrouvé lors d'une perquisition civile. Cassie, œil tuméfié, face gonflée, fixe l'objectif, titre manuscrit sur la photo, pour que tu t'en souviennes. L'effet choc ne tient pas qu'à l'image, mais à son contexte. Prise le même matin qu'un message censé prouver sa tranquillité. Cette collision de versions installe un doute lourd comme du plomb. Le ministère public ne s'arrête pas là. Il appelle le concierge du London Hotel. L'homme jure avoir vu Kaka glisser un billet, au moins $500, au veilleur pour neutraliser les caméras d'étage. Détail que la défense ne parvient pas à réfuter. Puis vient le coup technique. Un expert en objets connectés révèle que la montre de Didi a enregistré, durant cette fenêtre horaire, une fréquence cardiaque dépassant 140 pulsations par minute. Un vrai sprint, alors qu'il est censé simplement discuter dans le couloir. L'expert conclut que cette trace biométrique correspond à un état de stress intense, voire de panique. La défense ironise. Un battement rapide n'est pas un délit. Mais l'accusation réplique « Ajouté aux vidéos, aux selfies, aux pots de vin et aux chats de crise, c'est un pixel de plus sur une mosaïque d'emprise. » Dernier clou, planté pour la mémoire du jury. On rappelle qu'au même moment, Cassie envoie « Je ne veux plus jamais revivre ça » et Kaka répond « Il promet de ne plus revenir si tu lui parles 5 minutes. » Autrement dit, même l'intermédiaire la plus loyale semble reconnaître qu'il suffit d'un mot de Cassie pour éviter que Didi ne franchisse à nouveau la ligne. Preuve, selon le parquet, que la pression psychologique est permanente et bien comprise de tout l'entourage. À ce stade, la nuit n'est plus une simple querelle.
C'est une opération de confinement où chaque maillon, chauffeur, mannequin, assistant, veilleur, concierge, joue sa partition pour maintenir le secret. Plongée sensorielle. Les lumières de la salle d'audience s'éteignent. Seul subsiste l'écran géant et la lumière diffuse des pupitres. Chaque juré reçoit un casque audio scellé. La juge précise que le son sera modérément atténué, pour ne pas choquer inutilement. Dès que la première vidéo démarre, horodatée 14 octobre 2012, on voit Cassie, peignoir crème, avancer vers la caméra avant de quitter le cadre. Un homme surnommé Dave apparaît flouté. Rien d'extrême à l'image, mais la tension est palpable. Musique lounge, lumière rosée, reflet d'un miroir où s'empilent bougies et flacons d'huile. L'extrait dure moins d'1 minute, puis fond noir. Deuxième séquence, même date. Cassie, silhouette éclairée par une lampe rouge, donne l'impression de poser pour l'objectif. La défense réagit aussitôt. Elle note que Cassie sourit, suggérant une démarche volontaire. Montage incrémental. Vidéo 3, 20 octobre 2012, montre Cassie qui rit, tandis qu'un homme identifié comme Jules passe furtivement derrière elle. La voix de Penland commente « Nous n'avons retenu que les moments attestant la présence de tiers invités et la répétition d'un schéma. » La défense s'empare du micro. Vous évitez les passages où l'on voit Cassie initier le contact. Elle déplie même une page A4 de Sexto fébrile. Toujours prête. J'ai acheté la lingerie la plus wild. L'effet de contraste est recherché. Vidéo muette mais chargée d'atmosphère VS, texte brûlant lu à voix haute. Chaîne technique et secret numérique. C'est alors qu'intervient l'expert informatique mandaté par l'accusation. Il détaille les métadonnées. Chaque fichier repéré porte l'empreinte d'un routeur privé installé à Holmby Hills, encodeur matériel HEVC et transfert, le soir même, vers un cloud payant hébergé à Nassau. Un hachage crypté identique apparaît sur les 4 vidéos. Preuve, martèle le procureur, d'une volonté de stockage organisée. On ne chiffre pas un simple souvenir intime comme on protège un relevé bancaire, glisse-t-il. Les jurés notent, mot de passe, King Dollar 21, identique sur 2 extraits, alias Frank Black, comme profil iPad. Dans leur carnet, certains dessinent déjà un organigramme de pseudonyme. Question de possession. La défense réplique avec un argument juridique. La tablette où furent retrouvés les fichiers a été fournie par Cassie elle-même, donc rien ne prouve que Didi détenait encore ces vidéos. Penland admet que la chaîne de garde montre un transfert iCloud partagé, mais elle précise qu'un SMS du 16 septembre 2015, affiché à l'écran, prouve que Didi demandait à Kaka « As-tu bien sécurisé les fichiers King Knight ?» Le terme « sécurisé » fait tiquer le jury. On n'emploie pas ce verbe, pense-t-on, pour parler de simples souvenirs romantiques. Émotion en salle. Quelques jurés froncent les sourcils. L'un d'eux se redresse lorsque le son d'une respiration féminine s'élève dans la 4e vidéo, 4 décembre 2014. Aucune scène explicite n'est montrée, mais le parquet veut que le jury comprenne qu'il existe bien plus que ce qu'il voit. À la fin de la projection, la salle retrouve la lumière. L'accusation conclut « Ces extraits, limités, révèlent un modus operandi. Invitation codée, caméra fixe, archives chiffrées hors du pays. » Dernier clou, la valeur marchande. Comme pour achever le tableau, le procureur présente un échange WhatsApp daté de 2018 où un tiers propose à Brendan Paul 150 000 $ pièce pour les exclus. On ne sait pas si la transaction a eu lieu, mais l'idée qu'un marché clandestin puisse exister confère aux vidéos un poids encore plus lourd. Pour le jury, ce n'est plus seulement une question de morale, c'est un potentiel trafic de contenu intime. En résumé, la défense mise sur les sextos consensuels pour normaliser les images. L'accusation mise sur la sophistication technologique pour prouver la préméditation. Au sortir de la salle, une rumeur enfle déjà. Il existerait des dizaines de vidéos non montrées. Qu'elles soient admises ou non, leur simple mention assure à l'accusation un avantage psychologique décisif. Tenny Geragos, cheveux tirés, déroule. Message 2009, quand veux-tu freak off lol? Réponse, toujours prête. Autre SMS, trop excité, je cours à Duane Reed. Prépare nos affaires. Elle souligne le manque d'appel 911, l'absence d'ordonnance policière. Elle accuse Penland de sélection subjective. Le juge l'interrompt.
Pas d'attaque personnelle, concentrez-vous. Mais l'effet est là. Douter de l'objectivité du FBI, c'est saper la base factuelle. À la sortie de l'audience, ce contre-feu médiatique prend forme. Les talk-show people relaient désormais les textos volontaires de Cassie, tandis que les avocats de victimes rappellent qu'un consentement ponctuel n'efface pas la contrainte systémique. Sur X, le mot dièse Leikure Cassie Text s'oppose à Joel FB Cherry Pick. L'opinion se polarise en temps réel et chaque camp clame déjà que le jury ne pourra pas ignorer telle ou telle capture d'écran. Deragos capitalise. Elle sait que si le public doute, un seul juré peut suffire pour un acquittement partiel. Au centre des murmures, Brendan Paul, ex-assistant surnommé Le Sommier. Immunité fédérale, comparution jour 26. Son nom apparaît 28 fois sur les relevés Signature Bank, toujours pour des retraits de 9 999 $, sous le seuil anti-blanchiment. Le parquet veut qu'il détaille caisse d'Astroglide, enveloppe Gucci, clé USB pleine de playlists privées. La défense craint ces révélations, mais table sur ses contradictions passées. Paul aurait changé de version devant le grand jury. À 16h30, Subramanian lève la séance. Didi glisse hors caméra, tandis qu'à l'extérieur, les pancartes Free Puff croisent les Justice pour Cassie. Dans la soirée, nouvelle fuite relayée par Inner City Press, un ancien colocataire de Brendan Paul affirme que celui-ci stockait 2 malles Pelican pleines de dossiers Bad Boy dans un box de Staten Island. Si le FBI met la main dessus et y trouve compte, contrat ou mail compromettant, la défense devra expliquer pourquoi tant de secrets étaient mentis confiés à un simple assistant. L'enjeu est limpide. Paul peut devenir soit le clou dans le cercueil, soit la planche pourrie qui fera chavirer l'accusation. Jour 25, abrassé juré potentiellement corrompu, factures d'hôtels astronomiques, selfies d'échymoses et vidéos verrouillées. Demain, Brendan Paul pourrait tout sceller, confirmer la traite ou offrir à la défense une faille. Le parquet veut conclure avant vendredi. La défense prépare 5 jours de contre-attaque, mais si le jury s'effrite, Subramanian pourrait prononcer un mistrial et renvoyer Didi chez lui le temps de tout recommencer. Abonne-toi, active la cloche. Le jour 26 pourrait soit dévoiler la clé de voûte, soit dynamiter un procès déjà au bord du gouffre. Une certitude, l'empire Bad Boy n'a jamais vacillé aussi fort, et New York n'attend qu'un mot, pour le voir tomber ou renaître.